il y a 3 minutes. Boudanov a enfin donné le signal pour le Donbass. Les cartes secrètes ont été révélées. Une véritable hystérie nerveuse commence au Kremlin. Après les nouveaux sous-entendus du général de l'ombre, tout le monde parle de la décision que Moscou craint le plus. Fedorov et Madiar ont franchi le pas, le tandem qui a fini par rendre Poutine fou. L'armée russe se prépare à fuir ses positions. Les nôtres lancent un nettoyage féroce. Vous ne pouvez pas rater ça. Trump apporte à l'Empire du Milieu la décision finale concernant Kiev. Les États-Unis et la Chine ont osé. Le verdict pour la Russie sera signé dans un instant. Il n'y a plus rien à perdre. Le Kremlin est contraint d'accepter cela. Plusieurs régions devront être coupées de la Russie. L'apocalypse a totalement submergé les Russes. De plus, une tempête politique de désobéissance souffle sur le Caucase. L'Arménie brise les chaînes de Moscou. Tout cela dans notre émission Point d'enfer. À l'instant, Boudanov s'est adressé d'urgence à Moscou. Vous ne croirez pas ce qu'il a annoncé. Le Kremlin vacille et la bravade russe s'effondre après l'ultimatum de Bankova. Le sort du Donbass est déjà scellé, tandis que l'ex-chef du renseignement ukrainien jette de l'huile sur le feu, avec de nouvelles allusions. Une turbulence nerveuse commence en Russie. Kiev a décidé de sortir ses principaux atouts. Pour Moscou, cela pourrait finir très douloureusement. Tous les détails dans un instant. La décision concernant le Donbass est prise, et ce serait une surprise particulière pour les Russes. Kirilo Boudanov a participé au Forum de Kiev sur la sécurité et a fait plusieurs déclarations intéressantes. Il n'existe aucune autre option. Tout le reste nous mènerait simplement à la catastrophe. La position de l'Ukraine sur les lignes rouges reste inchangée, malgré les déclarations absurdes et la pression du Kremlin. Toute concession territoriale est exclue. La ligne rouge est simple, je pense que tout le monde la comprend. Premièrement, nous ne reconnaîtrons rien, cela n'arrivera pas, peu importe les tentatives. Et ça ne se passera pas comme ça, n'y comptez même pas. Mais la question principale demeure. Qu'en est-il de ces décisions sur le Donbass ? Concernant le Donbass, nous trouverons, j'en suis sûr, une solution qui nous satisfera avant tout, car c'est notre terre et personne n'a le droit de la brader. D'un côté, des lignes rouges fermement tracées et l'exclusion de concessions territoriales. De l'autre, des déclarations affirmant qu'une solution pour le Donbass sera tout de même trouvée. La position de l'Ukraine est que la fin de la guerre sur la ligne de contact actuelle, c'est-à-dire qu'il n'est nullement question de concession territoriale concernant le contrôle total de la région de Donetsk. Si le chef de cabinet fait de telles déclarations, cela signifie que la position ukrainienne a été transmise aux partenaires américains et russes. Et tout aussi important, le sujet des négociations. Boudanov affirme que le travail dans cette direction se poursuit, mais sans donner de détails. On essaie de faire notre travail et j'y crois. C'est tout ce que je vous dirai. Le processus de négociation, en tout cas tous ces aspects plus ou moins sensibles, ils ne peuvent pas être divulgués. Mais si le processus avance officiellement, sans déclaration publique, où en est-il vraiment ? La déclaration de Boudanov sur les avancées majeures récemment réalisées dans la région du Donbass, la possibilité d'un nouvel échange de prisonniers, montre que les négociateurs travaillent sur tous les fronts, qu'ils soient politiques, économiques, militaires ou, bien sûr, humanitaires. Plus tôt, le chef du bureau présidentiel a déclaré que les négociations avec la Russie seraient rapides, car tout le monde sait que la guerre doit finir. Il s'agit d'éléments de contrainte militaire exercés par l'Ukraine sur la Fédération de Russie. Les forces de défense et le renseignement ukrainien, via la direction principale du renseignement et les forces spéciales, ont porté des coups durs à l'économie russe, ciblant sa capacité à financer le trésor par la vente de pétrole et de ses dérivés. Et bien sûr, il y a la percée technologique et cette fameuse surprise pour les Russes. Tout le monde a vu les modèles russes ici, qui identifient déjà seuls les cibles, manœuvres, et ainsi de suite. C'est l'avenir. On n'est pas en reste, comme on dit, on a nos propres projets, mais il faut passer à l'échelle supérieure. On dirait qu'une nouvelle étape de la guerre est imminente. Et ce n'est pas une guerre de drones, mais un passage total à l'intelligence artificielle. Eh bien, laissons cette surprise aux Russes, ils découvriront la réponse par eux-mêmes. Quant au passage à l'échelle, la surprise pour les Russes a été que l'Ukraine puisse frapper le territoire de la Fédération de Russie avec des drones de type avion dont le nombre, lors des frappes,
dépasse désormais les capacités de la partie russe. Un autre axe majeur, ce sont les frappes sur le territoire de la Fédération de Russie. Les sanctions ukrainiennes ne visent pas seulement à affaiblir l'économie pétrolière russe, qui subit déjà des pertes colossales. Les pertes totales russes, selon leurs propres économistes, dues aux frappes de drones ukrainiens sur leur territoire, s'élèvent à environ 100 milliards de dollars américains. Mais il y a quelque chose d'encore plus crucial. La Russie subit un coup dur pour son image. C'est le plus important car même nos sanctions finiront bien par s'arrêter un jour quand la guerre sera finie. Ça finira bien par arriver. Mais le coup porté à l'image, il va durer encore très longtemps, car cela remet en question la Russie en tant que fournisseur fiable, capable de livrer ses matières premières à temps dans le pays de destination. Il y a d'énormes problèmes avec ça. Eh bien oui, et l'image de Poutine lui-même se dégrade aussi, au moins auprès de ses citoyens. Car il suffit de regarder tout ce qui se passe là où, selon les autorités, tout est sous contrôle. C'est franchement tout simplement l'enfer. L'Ukraine continue de vivre et de se battre sans arrêter son développement, mais en améliorant et modernisant ses capacités et technologies de défense. Mais en même temps, certaines choses restent inchangées, comme les lignes rouges et les positions de Kiev, malgré les manipulations du Kremlin. Ils l'ont finalement fait. Fedorov et Madiar ont mis les points sur les i. L'opération de Kiev a fonctionné. Les Russes se sont arrêtés sur le front. Les positions sont perdues et les généraux ne savent plus où se mettre de honte. Les forces ukrainiennes ont frappé fort l'ennemi et ont commencé le nettoyage final. C'est un fiasco total pour Poutine. Image choc. Le territoire ennemi est devenu une véritable zone de mort. Des essaims de drones ont lancé un processus irréversible à l'arrière de l'ennemi. Les premiers détails à suivre. L'offensive russe s'est enlisée. Le rythme de progression des occupants ce printemps est tombé à son plus bas niveau depuis 2023, selon les analystes du New York Times. Attaquer aussi massivement qu'avant ne marche plus, mais il faut des résultats réguliers. Le résultat, ce sont ces actions irréfléchies du commandement russe. Dans la localité de Rodninske, l'état-major russe a concentré une grande unité d'assaut censée montrer ce résultat. Mais le résultat a été montré par les forces ukrainiennes avec des bombes aériennes rasant les bâtiments avec les soldats. Naturellement, il ne reste rien de l'ennemi. Tout le détachement, probablement plusieurs dizaines de personnes, a été enterré sous les décombres. Et cela a été fait grâce à une puissance accrue. Quelles sont ces bombes? Pas 125 kilos, comme je l'ai dit, mais peut-être au moins 250 kilos, voire plus. Peut-être même une demi-tonne. Sur l'un des axes principaux, celui de Sloviansk, les troupes de Poutine se sont aussi illustrées. Là-bas, ils sont partis à l'assaut sur des motos, espérant traverser la zone de mort. Après avoir formé une colonne de 16 motos, les troupes de Poutine ont avancé pour franchir rapidement la zone grise et mener l'assaut. Mais les drones de la 91e brigade aéromobile étaient prêts pour l'attaque. De plus, des unités voisines les ont immédiatement aidés. C'est l'avantage de la défense par drone. On peut soutenir de loin sans déplacer l'infanterie ni dégarnir des positions sur le front. Finalement, selon le rapport du commandant de brigade, toutes les motos ont été détruites et les soldats tués. Pourtant, même une distance de 150 km n'est plus une zone arrière sûre pour les occupants. Selon les analystes, les forces ukrainiennes se concentrent désormais sur la destruction des réserves et des stocks russes jusqu'à 150 km de profondeur, ce qui réduit considérablement le potentiel des unités de première ligne. Toutes ces attaques logistiques ont saigné l'armée russe et continuent de détruire sa puissance directement à l'arrière. C'est l'une des raisons principales, sinon la plus importante, de l'échec de l'offensive des troupes de Poutine en 26. D'ailleurs, pour beaucoup, les points sur les i ont été mis par le défilé de Poutine du 9 mai où aucun équipement n'est apparu sur la place rouge. Et toutes les prouesses de l'industrie de défense russe n'ont été montrées qu'en vidéo. La question de la grandeur de la deuxième armée mondiale s'est réglée d'elle-même. Poutine a déclaré que l'équipement est actuellement indispensable au front pour achever au plus vite ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale. C'est-à-dire que même pour un spectateur non averti,
de cet événement, on a le sentiment que le matériel est si rare, si nécessaire et si crucial qu'on ne peut même pas en envoyer quelques dizaines, voire moins, sur la place rouge. Parallèlement, la nouvelle approche du commandement ukrainien a joué un rôle crucial dans l'arrêt quasi total de l'offensive russe. Le nouveau système de corps d'armée proposé par le ministre Fedorov ainsi que les frappes à longue portée du chef des systèmes de drones, Madiar, ont donné des résultats phénoménaux sur le champ de bataille et à l'arrière. Les forces de drones poursuivent leur lutte fondamentale contre la défense antiaérienne russe. Pourquoi fondamentale ? Parce que l'élimination des systèmes antiaériens près du front permet ensuite d'attaquer librement la logistique et des sites clés comme les dépôts, les quartiers généraux ou les bases. Il semble que même au Kremlin, on ait compris que la Russie ralentit la cadence en cette 5e année de guerre. À Moscou, on ne sait pas comment résoudre ce problème. Car même Poutine, en appelant respectueusement Zelensky « monsieur », évoque déjà prudemment une trêve. Il est fort possible que ce déclin soit admis en Russie, car l'Institut pour l'étude de la guerre a déjà noté à plusieurs reprises que les unités russes, incapables de prendre même un simple petit village ukrainien, et il s'agit bien de villages, pas de grandes villes, ont alors commencé à publier sur Internet des vidéos générées par intelligence artificielle, montrant de soi-disant redditions massives de soldats ukrainiens, ou encore des vidéos affirmant que le drapeau russe flotterait ici ou là, dans telle ou telle région, alors qu'en réalité, il n'en est rien du tout. Pendant ce temps, publiquement, Moscou insiste sur le retrait des forces de défense des territoires du Donbass. D'ailleurs, selon les calculs d'experts occidentaux, si la Russie continue d'avancer au même rythme, il leur faudra 30 ans pour occuper toute la région de Donetsk. C'est une véritable sensation. Trump apporte en Chine un accord concernant Kiev. Révélation choc. La rencontre du dirigeant américain avec Xi Jinping sera véritablement historique. Poutine prie pour que cette visite n'ait pas lieu. Les derniers jours de liberté du Kremlin, les États-Unis et la Chine se sont-ils unis pour la première fois pour enfin en finir avec la Russie? Une tempête mondiale se prépare. Vous ne pouvez pas manquer ça. Trump s'envole pour la Chine et ce devrait être une rencontre complexe. Le président Trump aborde ces négociations extrêmement affaiblies. Auparavant, cette visite avait été annulée à cause de la guerre avec l'Iran. Le gouvernement de Xi n'était pas prêt pour la rencontre tant que le conflit n'était pas réglé. La Chine a officiellement annoncé la date de la visite de Donald Trump du 13 au 15 mai. Les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales tiendront leurs premiers entretiens en face à face depuis plus de 6 mois, tentant de stabiliser des relations tendues par le commerce, les guerres des États-Unis et d'Israël avec l'Iran et d'autres désaccords. C'est la première visite de Trump en Chine depuis 8 ans. La dernière fois que le dirigeant américain était en Chine, c'était en 2017, lors du premier mandat présidentiel de Trump. Le précédent président américain Joe Biden ne s'est pas rendu dans l'Empire du Milieu. Mais Trump et Xi se sont rencontrés en 25 en Corée du Sud, en marge du sommet de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique. Après cela, ils ont eu des entretiens téléphoniques. Trump doit montrer qu'il n'a pas peur de la Chine. Il a lancé des avertissements à plusieurs reprises. Mais il ne les a pas mis à exécution. Par exemple, une taxe supplémentaire de 50% sur les livraisons d'armes à l'Iran pendant la guerre. Il est presque certain que la Chine l'a fait et aucun tarif n'a été imposé. Les Chinois ont une mentalité très claire et je pense qu'il sera assez difficile de traiter avec eux. Trump arrivera en Chine mercredi et jeudi aura lieu la rencontre avec Xi Jinping, après quoi les dirigeants visiteront le Temple du Ciel et participeront à un banquet d'État en soirée. Vendredi, il y aura un déjeuner de travail, après quoi Trump repartira pour les États-Unis. On s'attend à ce que la guerre avec l'Iran occupe une place importante dans les négociations. La Chine joue évidemment un rôle crucial, car elle fournit à l'Iran un soutien diplomatique, un soutien de propagande, un soutien économique, des informations sur les cibles, des armes, pratiquement tout, sauf du personnel de combat. La guerre au Moyen-Orient a grandement affecté les marchés mondiaux de l'énergie et a intensifié les différends entre les États-Unis et la Chine. Si la Chine souhaite que la situation soit gelée d'une manière ou d'une autre, elle doit proposer à Trump quelque chose d'intéressant en échange. C'est pourquoi, par exemple, échanger le gel de la situation en Iran contre le gel de la situation en Ukraine. Pourquoi pas? Une autre question cruciale que Trump et Xi Jinping vont aborder est la guerre en Ukraine. Souhaitez-vous que la Chine fasse pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre? J'aimerais que la Chine nous aide sur la question de la Russie. Nous avons imposé des sanctions très sévères contre la Russie.
Je pense que les sanctions font vraiment mal. Elles sont très dures, mais j'aimerais que la Chine nous aide. J'ai, comme vous le savez, de très bonnes relations avec le président Xi. Vraiment bonnes. L'agression de Poutine sera certainement au cœur des discussions, même si rien ne filtre de la salle de négociation. La guerre en Ukraine reste ce gouffre qui dévore une quantité énorme de ressources. Oui, Trump n'a pas à l'heure actuelle les capacités nécessaires pour produire tout l'armement indispensable aux guerres qui font rage actuellement dans le monde. Et donc, bien sûr, il aimerait vraiment que la situation ici commence enfin à se stabiliser. Les experts sont convaincus que l'homme du bunker a lassé les deux dirigeants. Après tout, Trump comme Xi aiment l'argent. Et l'argent, lui, aime le calme. Selon des sources proches des négociations, les partis analyseront la situation économique de la Russie et son futur à place dans le monde. Le Kremlin sait que Pékin peut tout décider à sa place. C'est pourquoi, le 9 mai, Poutine multipliait nerveusement les déclarations à la presse. La situation géopolitique à la fin de la journée du 9 mai a commencé à se dégrader brutalement pour Poutine. Et il a dû organiser ce fameux briefing en toute hâte, lors duquel, attention, ce qu'il annonce, concentrons-nous bien là-dessus, il annonce soudainement que la guerre est proche de son dénouement. Soudain, pour la première fois, il se dit prêt à une rencontre et prononce le nom du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un pays neutre. Et il annonce sa prochaine visite en Chine, dont on n'avait, je crois, jamais entendu parler auparavant. Le fiasco militaire, diplomatique et politique de Poutine l'oblige désormais à accepter toutes les conditions. Le dictateur du Kremlin a compris qu'il était désormais bien loin des grands leaders de ce monde. Et personne n'a l'intention de le laisser jouer dans la cour des grands de la géopolitique. La Russie n'a jamais été un acteur mondial majeur, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, elle est devenue un paria. L'économie est en ruine, l'armée est discréditée. Personne ne demande son avis à un faible comme Poutine. Cette peur est sans doute la plus vive, la plus intense pour lui, car il a vu comment les États-Unis ont traité, ou plutôt géré, le Venezuela, particulièrement quand tout simplement son entourage proche a lâché Maduro pour l'envoyer croupir dans une prison américaine. Et d'un autre côté, il a vu comment Khamenei a été éliminé. Le président américain va tenter de faire pression sur Xi Jinping pour le convaincre de cesser de soutenir l'Iran et la Russie, y compris la fourniture de composants à double usage et l'exportation potentielle d'armes. Dans cette situation où Trump, je dirais, a été déçu par Poutine en tant que partenaire potentiel, il commence à s'intéresser à un partenaire potentiel tel que la Chine. Washington reste préoccupé par l'aide que la Chine apporte à Téhéran en échange de pétrole iranien. En ce qui concerne l'Iran lui-même, c'est le pétrole. La Chine reçoit de 45 à 50% de son pétrole importé via le détroit. D'ailleurs, elle ne reçoit pas non plus de pétrole vénézuélien à prix réduit. Cela affecte donc considérablement certains secteurs de l'économie chinoise. En plus de cela, les parties discuteront de questions économiques et commerciales. Les restrictions dans le domaine technologique imposées par Washington. Oui, nous avons besoin des terres rares chinoises. Nous avons besoin de leurs produits pharmaceutiques. Mais les Chinois, à mon avis, ont désespérément besoin d'accéder aux consommateurs américains. La question des tarifs douaniers sera donc cruciale. Il est clair que pour la Chine, le marché américain est l'un des plus importants. Pour l'Amérique aussi, les relations commerciales avec la Chine sont assez importantes, car la Chine peut vraiment faire beaucoup de choses. C'est pourquoi, bien sûr, les intérêts économiques sont toujours une priorité pour Trump. La Chine a pris des mesures concernant les terres rares. Elle joue un rôle majeur dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. En 2025, les dirigeants ont déjà convenu de suspendre la guerre commerciale. L'administration Trump considère la Chine comme son concurrent géopolitique le plus sérieux, et même, je dirais, comme un adversaire. Gardez vos amis proches et vos ennemis encore plus proches, n'est-ce pas? Ce sera donc plutôt un accord avec un ennemi potentiel? Le yuan chinois s'est en fait arrimé à la monnaie américaine. Ainsi, chacun tirera profit de cette rencontre. Mais pas Poutine, qui a essayé de jouer sur les deux tableaux. Son heure est déjà passée. Choc total, la vérité a fini par éclater au grand jour. Les drones russes se noient dans les eaux usées. Engels est entré en mode apocalypse fécale. La Grande Russie surprend encore. Évacuation d'urgence. La région de Krasnodar étouffe. La pluie de pétrole à Tuapse se fait sentir. La catastrophe écologique fait rage et les autorités locales continuent de l'ignorer.
Quelles autres régions devront être coupées de la Fédération de Russie à cause de la négligence des siens? Regardons. Pendant que la propagande russe continue de rabâcher la grandeur de la superpuissance, la Russie elle-même se noie littéralement dans ses propres problèmes. Et il ne s'agit pas du tout du front en ce moment. Dans la cour, des palettes sont disposées. À partir de l'entrée, quelle puanteur! Regardez comment les gens marchent. Le parterre de fleurs est inondé. Là-bas, une jeune femme se bouche le nez parce que l'odeur est insupportable. Voici la ville d'Engels, dans la région de Saratov. C'est d'ici que décollent régulièrement les bombardiers russes pour lancer des missiles de nuit sur les villes ukrainiennes. Désormais, la ville étouffe sous ses propres excréments. Une aire de jeu pour enfants. Des bancs. Le bac à sable tient encore. Une panne majeure du collecteur principal a transformé les rues en rivières nauséabondes et en rives fécales. Les cours, les sous-sols et les rez-de-chaussée des immeubles sont inondés de merde. Et c'est comme ça qu'on emmène les petits-enfants à la crèche. Impossible d'accéder à l'école. Je veux dire, c'est quoi ces conditions? L'eau continue de monter. Voilà la première marche, elle est déjà presque... Elle a atteint la première marche. Je vais essayer de sortir. Voilà la situation dans la cour. Mes petites fleurs sont en train de fleurir. Regardez, tout est inondé. Plus de 2000 personnes se sont retrouvées sans eau en plein pendant les fêtes de mai. Les autorités ont instauré l'état d'urgence. Et Rospotrebnadzor a conseillé aux Russes de ne boire que de l'eau en bouteille ou bouillie. Comme d'habitude, les services municipaux ont d'abord tenté de faire croire que tout était sous contrôle. Mais après de fortes pluies, le système s'est définitivement effondré. Désormais, les agents municipaux demandent aux habitants de ne pas utiliser les toilettes et les éviers sans nécessité. Car sans pression d'eau, les déchets s'accumulent tout simplement dans les tuyaux. J'ai écrit hier, j'ai envie de faire caca, mais je ne peux pas. Pendant ce temps, même sans l'aide des forces ukrainiennes, les infrastructures russes continuent de brûler. Cette fois, c'est l'un des plus grands complexes sidérurgiques de Russie, Severstal à Tcherepovets, qui a pris feu. L'incendie a couvert environ 300 mètres carrés et des colonnes de fumée épaisses étaient visibles de presque tous les quartiers. Pourtant, il n'y a bien sûr aucun danger et la situation est sous contrôle, ont déclaré les autorités russes comme à leur habitude. Il est vrai que des barils de benzène et de lubrifiants industriels brûlaient à ce moment-là. Et à Tuapse, l'odeur de la stabilité se fait encore sentir aujourd'hui. Il ne faut pas croire que lorsque l'incendie prend fin, l'impact sur les gens et sur la nature s'arrête aussi. Non, il se poursuit, car toutes ces substances toxiques continuent, par exemple, de migrer dans l'environnement et finiront par pénétrer, tôt ou tard, dans l'organisme humain. Après les incendies, on continue d'enregistrer une concentration élevée de benzène dans l'air. On recommande aux habitants de ne pas ouvrir les fenêtres, de sortir moins souvent, de porter des masques, de se rincer les yeux et même d'éviter les lentilles. Un léger dépassement des normes d'hygiène pour la concentration maximale ponctuelle de benzène dans l'air a été enregistré. Le niveau de pollution est globalement inférieur à celui mesuré lors de l'extinction du précédent incendie majeur qui a débuté dans la nuit du 20 avril suite à une attaque de drone. État-major opérationnel du Kraï de Krasnodar. En réalité, la situation représente une menace pour la santé des gens. Une évacuation est nécessaire dans la ville. Dans ce cas, ces substances sont extrêmement nombreuses. Elles sont particulièrement dangereuses pour ceux qui souffrent de maladies respiratoires. Par exemple, la bronchite ou l'asthme. Le benzène est un cancérogène de classe 1. Il peut provoquer certains cancers, comme la leucémie. Une situation similaire se dessine aujourd'hui dans d'autres régions russes. Dans le Kraï de Perm, après l'incendie d'un site industriel, Rospotrebnadzor n'a pas non plus détecté de dépassement, bien qu'une pluie de pétrole identique à celle de Tuapse y soit tombée. À Ijevsk, c'est une autre forme de stabilité écologique. Les habitants se plaignent depuis des années de la poussière rousse qui se dépose sur la neige près de l'usine de briques et d'argile expansée. Des inspections avaient déjà enregistré par le passé des dépassements de substances nocives. Mais apparemment, l'élite de Poutine s'en soucie peu. Après tout, ils ne respirent pas cet air eux-mêmes. Dans les 3 cas, les autorités russes ne cessent de répéter. La situation est sous contrôle et il n'y a aucun danger pour la population.
bien que les résidents se plaignent d'une odeur âcre, de problèmes respiratoires, d'un air pollué et de conséquences qui pourraient affecter durablement la santé. J'ai dit il y a peu de temps que nous allions les écraser. Il y a des raisons de croire que nous allons les achever. Et pendant que le Kremlin dépense des milliards pour la guerre et les missiles, ses propres villes croulent sous la merde, étouffent sous le benzène et côtoient des infrastructures délabrées. Ainsi, le système de Poutine sait tuer ses citoyens non seulement dans une guerre honteuse, mais aussi par sa stabilité. À l'instant, une exclusivité en provenance d'Erevan. Le grand jeu géopolitique a commencé dans le Caucase. Poutine a menacé l'Arménie d'un scénario à la criméenne, mais s'est retrouvé sur le chemin de l'enfer. Inutile de le cacher. Désormais, Pachinian dicte ses propres conditions à la Russie. Un changement de cap brutal et une gifle publique adressée au dictateur russe. Les filets de Moscou se déchirent littéralement en direct. L'homme du bunker survivra-t-il à une telle humiliation ou est-ce le point final nommé fin de l'influence? Nous en parlons tout de suite. Poutine menace l'Arménie. Quant au projet de l'Arménie de rejoindre l'Union européenne, il nécessite, bien sûr, un examen particulier. Nous en avons discuté avec le Premier ministre Pachinian plus d'une fois. Selon le dictateur du Kremlin, les autorités arméniennes devraient organiser un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Ce ne sont pas nos affaires, mais il serait logique d'organiser un référendum. Nous soutiendrons tout ce qui est bénéfique pour le peuple arménien. Nous entretenons une relation spéciale avec le peuple arménien depuis des siècles. Si telle ou telle décision est bénéfique pour le peuple arménien, soit nous ne nous y opposerons pas. Mais bien sûr, nous prendrons en compte les nuances importantes pour nous et nos partenaires. Vladimir Poutine a rappelé que la guerre de la Russie contre l'Ukraine a débuté avec l'adhésion ou la tentative d'adhésion à l'Union européenne. Finalement, le président de l'époque, Yanukovych, a lu plus attentivement, a fait ses calculs et a dit non, je ne suis pas encore prêt pour ça car les prix sont trop élevés. Il n'a pas refusé. Tout cela a ensuite mené au coup d'État, à l'affaire de la Crimée, à la position du Sud et aux hostilités. Voilà où tout cela a mené. À ce stade de la situation, la Russie n'obtient toujours pas l'effet qu'elle espérait il y a plus de 4 ans, malgré tous ses efforts. Par conséquent, pour ne pas paraître comme un pays qui perd dans la situation actuelle, la Russie doit créer une histoire parallèle vers laquelle détourner peu à peu l'attention. Et ici, plusieurs options sont évoquées, car on parle avant tout de la possibilité d'une attaque contre l'Estonie, contre Narva. Deuxièmement, le corridor de Suwalki. C'est un corridor, je rappelle la géographie, entre la Biélorussie et l'enclave de Kaliningrad à travers la Lituanie et la Pologne. Mais il y a aussi des options dans le Caucase du Sud. Pour la Russie, le Caucase du Sud devient un point très problématique, car elle le considérait traditionnellement comme sa zone d'influence. Mais les récents événements qui s'y déroulent montrent clairement à la Russie qu'elle est peu à peu, pour dire les choses gentiment, évincée de la région. Poutine a qualifié l'initiative de l'Arménie d'adhérer à l'Union européenne de questions sérieuses nécessitant des discussions. Quand j'entends dire « Eh bien, comment la Russie peut-elle s'occuper de quoi que ce soit ?» Elle ne peut pas gagner la guerre en Ukraine, elle n'a pas la tête à d'autres conflits. Je rappellerai l'histoire. Août 1941, Deuxième Guerre mondiale. Et pour l'Union soviétique, c'est la Grande Guerre patriotique, car pendant les 2 premières années, l'Union soviétique était l'allié de l'Allemagne. Et là, l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique. L'Union soviétique riposte, même en perdant la guerre à ce moment-là contre l'Allemagne, lance des opérations militaires contre l'Iran et en capture une grande partie précisément en août 1941. Au printemps 2025, le Parlement arménien a approuvé la loi sur le début du processus d'adhésion du pays à l'Union européenne. En août, le Premier ministre du pays, Nikol Pachinian, a déclaré qu'Erevan pourrait se retirer de l'Union économique eurasiatique car la République aspire à l'intégration européenne et ne peut faire partie des 2 organisations. C'est tout pour le moment. C'était moi, Darina Gutskalo. Encore plus de nouvelles brûlantes dans notre prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des j'aime. À bientôt.